à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que ça a été avec le travail, les enfants en plus. Ce sont les vacances scolaires, donc j'espère que tout va bien se passer pour vous. Cette semaine, on ne va pas faire de proms puisque nous avons un plateau où nous recevons 2 enseignants. Nous avons le syndicat des enseignants et nous avons un monsieur qui va se présenter tout à l'heure, qui vient pour la première fois sur notre plateau et qui va vous parler d'une nouvelle formation qui a été mise en place en Guadeloupe. Mais avant de commencer cette émission, nous allons laisser la place déjà à monsieur Biram, qui est, comme vous le savez déjà, syndicat des enseignants et qui voudrait dire 2 mots. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10. Et c'est vrai que c'est avec beaucoup de gravité que je prends la parole pour le moment, parce que nous avons vu, il y a juste quelques jours, une affaire effroyable. Un enseignant qui ne faisait que son métier, qui essayait d'apprendre aux enfants un peu comment réfléchir, c'est quoi la liberté d'expression, c'est quoi s'exprimer convenablement. On essayait en fait de remonter le niveau des enfants, le niveau intellectuel, le niveau de conscience. Et bien pour ça, il a perdu la vie. Il a perdu la vie tout simplement parce que en France, et un petit peu en Guadeloupe, heureusement un peu moins, eh bien les gens ne connaissent pas la tolérance. Eh bien les gens ne savent pas qu'on doit discuter, on doit parler. Et la violence ne doit pas faire partie de notre société. Et ce collègue qui a perdu la vie, eh bien en Guadeloupe, on a des cas, je ne dirais pas similaires, mais on a aussi un certain nombre d'enseignants qui se font agresser. Ils se font agresser tout simplement parce qu'ils ont dit des faux mots à un élève et que les parents n'ont pas accepté ce mot-là. Ils ont fait une remontance, ils ont mis une mauvaise note. Les parents ne l'ont pas accepté. Et nous, au syndicat des enseignants, nous disons à chaque fois que le dialogue, ça doit être quelque chose de très important. Quel que soit le problème qui se passe, le parent a la possibilité de voir avec l'administration, de voir avec les enseignants, de voir avec les responsables d'établissement comment engager un dialogue qui peut être constructif à la fois pour le parent, pour l'enseignant et aussi pour l'enfant. Nous travaillons dans exactement le même but. Notre envie, notre métier, c'est d'apprendre aux enfants un certain nombre de choses, de faire l'instruction des enfants. En principe, l'éducation est au départ réservée aux parents, mais nous aussi, nous faisons un petit peu de coéducation. Et là aussi, il semblerait que en tout cas, que les collègues de cet enseignant disent qu'il n'a pas obtenu le soutien de son administration. Et nous aussi, chaque fois qu'il y a des cas d'agression, chaque fois qu'on parle avec les collègues, eh bien, les collègues nous disent ce qui leur manque le plus, c'est le soutien de leur administration. L'administration doit protéger le fonctionnaire, encore plus l'enseignant, parce que l'enseignant, c'est, comme je dirais, le poteau mi-temps de notre société aujourd'hui. Et quand l'enseignant est décrédibilisé, quand l'enseignant est mis en difficulté, eh bien, c'est toute la société qui marche de travers. Donc, encore une fois, notre collègue il est parti, mais j'espère quand même que ça fera prendre conscience à tout le monde que dans la société française, un petit peu de la société guadeloupéenne, il y a un problème et qu'on devrait un peu se réveiller et pour qu'on marche tous dans le même sens. Voilà. Bon merci en tout cas pour cette information. Est-ce que vous voulez dire un mot aussi? Oui, bonjour à tous. Effectivement, comme l'a dit le collègue, on ne peut pas rester insensible à ce genre d'acte. Décapiter une personne, moi ça m'a beaucoup touché. J'ai une pensée pour la famille, pour les élèves. Hier, c'est arrivé à un enseignant d'histoire. Demain, ça peut arriver à n'importe qui. Je pense que il faut qu'on soit protégés. Nous, les enseignants, on a une grosse responsabilité vis-à-vis de l'enseignant. Et je pense que, comme a dit le collègue, ça va faire réfléchir notre administration. Mais encore une fois, j'ai une pensée pour la famille, pour les élèves. Et j'espère qu'on pourra en fait trouver des solutions afin que ça ne puisse pas arriver à nouveau.
D'accord, bon, je vous remercie. Vous étiez les deux enseignants qui êtes venus nous voir sur ce plateau, et nous avons aussi une femme et nous allons lui donner la parole tout à l'heure. Comme je vous ai dit, on n'a pas lancé le Prems, mais on va lancer la phrase de Tony Jazz, et ce qu'il dit, c'est 2 choses te définissent: la patience que tu as quand tu n'as rien et ton attitude quand tu as tout. Et c'est avec cette phrase que nous allons ouvrir cette émission aujourd'hui pour justement parler des métiers d'avenir, quelles nouveautés, quel futur. Et nous allons ouvrir cette émission avec une jeune femme qui s'appelle Caril Duménil. Bonjour. Alors, bonsoir à vous. Oui. Est-ce que vous voulez peut-être dire un petit mot, même si vous n'êtes pas enseignante? Est-ce que vous avez un avis? Alors, je ne suis pas enseignante, mais je dirige quand même un centre de formation, donc indirectement, ça me touche. D'accord, j'aurais dû vous laisser tout de suite alors. Voilà, mais effectivement, on ne peut plus... il y a une liberté d'expression, effectivement, et si on est dans un cadre d'éducation où on transmet l'histoire aux enfants pour justement éviter que l'histoire se répète, c'est qu'on a un réel problème et que ces tragédies sont récurrentes. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la récurrence des tragédies. Ça veut dire que tous ces actes précédents innommables et inacceptables, de façon indirecte, on continue de les accepter puisque ça se répète. Donc moi, la question que je me pose, c'est comment va la société? Est-ce que l'enseignant potomitan a encore le droit de s'exprimer dans le cadre de l'école? L'école est-elle encore un sanctuaire? Moi, ça m'amène à me poser pas mal de questions sur le devenir de l'école. Entre le Covid, le confinement, le passage au numérique, le télétravail, le défi, on a de vrais problèmes là. Il va falloir se remettre en question avant le début de la prochaine année, puisque au-delà de l'acte en lui-même, on est sur un millefeuille explosif. De problèmes qui s'accumulent et d'année en année sans. C'est ça. Moi, c'est ce qui me fait peur aujourd'hui, la récurrence. D'accord. Alors, vous êtes venu ce soir pour nous parler d'un projet. Oui. Parce que vous avez été labellisé French Touch. Oui, exactement. Alors, je suis très heureuse d'avoir obtenu le label. Je ne suis pas la seule à avoir obtenu ce label, puisque depuis 2 ans et demi, je dirige en Guadeloupe un réseau qui s'appelle Startup Grind, qui est né il y a une dizaine d'années aux États-Unis, à la Silicon Valley. Et donc ce réseau tient en son sein à peu près 2 millions de start-upers, voilà, et grâce auxquels on fait de la pédagogie sur les métiers du numérique et sur la création d'entreprises digitales, les start-up, ce qu'on appelle les start-up. Donc depuis 2 ans, on a fait pas mal de conférences, on a fait venir certains profils américains aussi pour venir discuter, à l'époque avec le lycée Berthen Juminaire, donc il n'y a pas de hasard, il y a 2 ans exactement. Et donc voilà, donc là on est passé à une autre étape du réseau, en fait, grâce à l'obtention par Guadeloupe Tech du label Communauté French Tech il y a quelques semaines maintenant, quelques mois. Et à travers ce label, Guadeloupe Tech nous a permis de candidater à un appel à manifestation d'intérêt pour être sélectionné par la French Tech nationale pour devenir incubateur avec ce label. Donc ça rentre complètement dans nos prérogatives de transmettre de façon pédagogique et d'aider en fait les nouveaux entrepreneurs à créer des entreprises digitales et donc des startups, et surtout l'ouvrir à tous, à tout un chacun. Voilà. Alors comment ça fonctionne lorsque vous parlez d'incubateur par exemple? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Alors l'incubateur, de façon générale, c'est un espace où on aide les porteurs de projets à créer l'entreprise. Donc c'est des incubateurs. Alors, l'incubation peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an, tout dépend de l'incubateur. Et pendant tout ce laps de temps, on met à disposition du porteur de projet des professionnels dans le domaine de la finance, du marketing, des métiers de la stratégie commerciale, etc. On met à disposition le réseau de façon à ce qu'on puisse lui valider ou invalider, qu'il puisse tester aussi son projet au cours de ces 12 mois. Et à la fin, on l'aide à lever des fonds pour vraiment lancer l'entreprise. Donc c'est un accompagnement et un cadre dont on a réellement besoin compte tenu du contexte. Alors, on en avait besoin avant, mais là aujourd'hui c'est une nécessité. Et donc ça permet aux porteurs de projets de se sentir moins seuls, d'avoir des avis divers et surtout bénéficier d'un réseau solide pour l'accompagner jusqu'à la création d'entreprise.
D'accord, et ça fonctionne comment? Si quelqu'un, par exemple, veut se lancer, est-ce qu'il doit juste venir vous voir avec un projet? Comment ça fonctionne? Alors, il y a deux phases. Dans le cadre du label French Tech, il y a eu un appel à projet qui s'est terminé le 15 octobre, D'accord. donc vendredi, dans lequel effectivement il fallait candidater avec un dossier, etc., via la French Tech. Bon, après, nous, l'incubateur est ouvert à tout un chacun, pas forcément au labellisé, enfin, on n'est pas obligé de passer par le label French Tech en gros. Et donc là, à ce moment-là, il faut nous contacter effectivement pour qu'on puisse étudier la faisabilité du projet, les porteurs de projet, hein, c'est pas obligé qu'il y en ait qu'un seul, vérifier l'adéquation homme-projet aussi, parce qu'on se réveille tous le matin avec de superbes idées, et il faut voir si l'idée est possible ou pas, hein. Ça peut arriver aussi que pendant l'incubation, deux projets soient complémentaires et qu'on reparte peut-être sur un nouveau projet, etc. Ah, c'est bien. Voilà, donc voilà, c'est ça le but, c'est comme ça qu'on sélectionne les futurs incubés. Voilà. Alors, les gens qui ont postulé jusqu'à vendredi, comment ça va se passer? Quand est-ce qu'ils sauront s'ils ont été retenus? Alors, je crois qu'on aura la réponse début novembre, si je ne me trompe pas, mais là, c'est plutôt la French Tech Guadeloupe qui pourra donner la réponse. D'accord. Donc, je fais un appel aux collègues de la French Tech Guadeloupe, peut-être pour communiquer sur justement pour savoir qui a été sélectionné ou pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y a eu, ça c'était un appel à projet national, hein, donc toutes les communautés French Tech ont été sollicitées, et la Guadeloupe... on a la chance d'avoir été... les Guadeloupéens, en tout cas, ont la chance de pouvoir avoir accès à ce type de projet. Oui. Sachant qu'en plus, Sébastien, justement, de Holmol, a, lui, été carrément sélectionné dans les 120 entreprises. Exactement. Quand je vous dis qu'on est très bon en Guadeloupe, vraiment, qu'on est paré pour faire des projets, on arrive vraiment à faire des choses très intéressantes. Alors, avec nous ce soir, monsieur Loïc Amblas. Bonsoir, bonsoir. Alors, expliquez-nous le nouveau projet que vous avez mis en place dans votre lycée. Oui, effectivement, nous avons mis en place une nouvelle formation complémentaire d'initiative locale, dessinateur, projeteur BIM, qui va démarrer d'ici le 23 novembre. Donc, c'est une formation qui vise à former des professionnels qui travaillent autour de la maquette numérique du bâtiment, autrement dit le BIM. D'accord, donc BIM, c'est le nom des maquettes, c'est ça? En fait, c'est un terme anglophone, Building Information Modeling. D'accord. Autrement dit, la maquette numérique du bâtiment. D'accord. Alors, il faut savoir en fait que, il y a plusieurs en fait définitions du BIM. Le BIM, c'est pas un coup de poing, c'est pas non plus en fait un logiciel, mais c'est une maquette. D'accord, une maquette 3D, mais qui est remplie d'informations, de propriétés. Et le deuxième terme, le BIM, c'est un process de travail où plusieurs acteurs vont travailler en fait sur cette maquette pour faciliter la compréhension de l'ouvrage et éviter qu'il puisse avoir en fait des professionnels qui soient isolés et aussi pour pouvoir améliorer la qualité des constructions. D'accord, alors pendant que vous parlez, les affiches, enfin les images sont en train de s'afficher, donc maître d'ouvrage, architecte et tout, donc ce sont toutes les personnes qui travaillent autour de cette maquette-là. Exactement. Donc en gros, ils travaillent en réseau. Exactement. Alors il y a plusieurs travail au niveau de la maquette. C'est-à-dire que nous avons par définition l'architecte qui dans un premier temps va concevoir cette maquette, qui va l'enrichir, et ensuite il y aura les autres acteurs, le bureau d'études, l'économiste, même le maître d'ouvrage, même si en fait il ne connaît pas en fait toutes les techniques de la construction, mais il va participer au niveau des choix à valider. Et aujourd'hui, ce sont en fait des techniques qui évoluent. Parce qu'avant, on travaillait en fait... Oui, papier, sur le... Au rotary, ouais. effectivement. Et aujourd'hui, en fait, ces nouvelles techniques sont déjà en fait mises en place en métropole, même en Guadeloupe. On a le nouveau CHU qui montre... c'est comme ça qu'il a été conçu ? Qui montre en fait ces nouvelles technologies. Bien. Et en Guadeloupe, on peut se former dans la pratique de ces nouvelles technologies.
D'accord. Alors, vous avez mis en place des modules, allez-y. Vous voulez poser une question? Juste une question quand même. Est-ce que cela voudrait dire que à court ou moyen terme, ce serait un peu la baisse, je dirais ça comme ça, de l'utilisation de l'architecte, de la personne qui s'occupe du béton armé, d'un ingénieur, ou alors est-ce que c'est une façon pour que la personne qui construit éventuellement sa maison soit au courant très rapidement de tout ce qui va se passer, etc. Bonne question. En fait, c'est plus en fait une amélioration De la maquette. de la maquette, mais aussi des pratiques métiers. Aujourd'hui, on entend beaucoup dire en fait que en métropole, on fait beaucoup de choses techniques, beaucoup de choses qu'on ne fait pas en Guadeloupe, alors qu'en fait aujourd'hui, en 2020, la plupart des logiciels qu'utilisent les professionnels du bâtiment, on les retrouve en Guadeloupe, on les retrouve en métropole, on les retrouve un petit peu partout. Donc aujourd'hui, en fait, c'est plus en fait des habitudes à avoir, que l'on soit architecte, dessinateur, professionnel du BTP, parce que là, on vise pas en fait les architectes ni les ingénieurs, on vise des dessinateurs. Donc ça veut dire qu'en fait qu'aujourd'hui, le dessinateur qui avait l'habitude de pouvoir modéliser une simple maquette 3D, aujourd'hui il aura une plus-value en enrichissant la maquette avec des propriétés pour permettre à l'ingénieur de pouvoir directement dimensionner l'ouvrage beaucoup plus rapidement. J'avais une question aussi. Allez-y, écoutez, allez-y. Donc, si je comprends bien, le BIM, c'est le Slack du BTP, en fait, puisque chaque personne, à chaque étape du projet, peut enrichir la maquette de façon à éviter peut-être les ratés au moment de la construction. Alors, chaque personne vont collaborer ensemble par rapport à sa spécialité. Exactement. C'est-à-dire que demain, je demande à faire un meuble d'agencement dans mon bâtiment, dans ma maison, et au final, les mesures sont pas très bonnes, etc. Et on arrive au moment de la production. Ça me permet d'anticiper ça, de pas faire partir une production sur des dimensions qui sont peut-être erronées. Exactement. C'est ça que je pensais. Ouais. C'est vraiment un travail préliminaire de la réalisation. C'est un Slack. Et effectivement, tout à l'heure on parlait des maîtres d'ouvrage, mais aussi les fournisseurs. Aujourd'hui, vous avez des fournisseurs qui, lorsqu'ils vous vendent un produit, sont capables aussi de vous proposer le fichier numérisé pour vous montrer en fait que il n'a pas été en fait réalisé que pour du commerce. Mais il a été pensé pour que les acteurs qui modélisent afin que le client puisse prévisualiser ces éléments puissent valider en amont et pour pas en fait prendre du retard dans l'exécution. Je pense par exemple aux fenêtres, toutes simples. Quand on construit par exemple une maison, que ce soit la bonne taille, qu'il n'y ait pas, c'est pas celle-ci, il faut les retourner. C'est ça. Comme ça, tout le monde ça peut fait voir. Des effets. Donc le constructeur à ce moment-là fait des économies énormes parce que souvent quand on construit en temps et en argent, donc ça fait faire des économies sur le budget de la construction. Exactement. Et vous me faites penser, vous parlez de temps et argent, un acteur en fait qu'on parle pas souvent mais qui est très important, c'est l'économiste. Dans notre formation en fait on vise à parler des fonctions du concepteur, mais aussi du professionnel qui va estimer l'ouvrage, l'économiste de la construction. C'est un métier en fait qui a du mal à être mis en avant. Et aujourd'hui, l'économiste, il fait partie des acteurs qui, en études préliminaires, permettra à un maître d'ouvrage de pouvoir revoir en fait l'enveloppe budgétaire. Okay. On pourra aussi en fait plus facilement lui indiquer si la fourchette de prix est respectée ou non. Donc l'économiste aussi, un métier en fait qui existait déjà, mais qui en fait grâce à cette formation peut donner des idées à des élèves
puisque c'est une formation en fait d'initiative locale. Donc en priorité, nous avons en fait les élèves qui sont diplômés en bac pro, en CAP, mais qui ont déjà en fait des savoirs dans la modélisation qui sont prioritaires, mais aussi des dessinateurs, des salariés qui ont besoin en fait d'être compétents et de parfaire leurs connaissances dans la modélisation pourront intégrer cette formation. Alors vous avez 3 modules. Juste une petite seconde. Allez-y. Que c'est d'autant plus important que très souvent les gens commencent une construction et sont obligés de s'arrêter Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, le manque de matériel ou c'était pas bon, que je parlais des fenêtres, ils n'ont pas bien vu le financement. Et c'est après on se rend compte, voilà, ça coûte trop cher par rapport à ce que j'avais prévu, etc. Donc, et comme mon budget n'est pas suffisant, donc... Et ça fait partie en fait des premières tâches. Oui. Qu'il faut étudier. Étudier la faisabilité de l'ouvrage avant même en fait de pouvoir rentrer dans le détail en fait de la modélisation. Donc, si je comprends bien, l'économiste aussi il a aussi un rôle de coordinateur entre le maître d'ouvrage, les architectes, etc. Enfin, l'économiste ou le dessinateur BIM, enfin je sais pas. Alors le coordinateur précisément de ce process de travail, c'est le BIM manager. D'accord. Donc ça encore en fait, on rentre en fait dans le métier en fait en profondeur du dessinateur projeteur BIM. Le BIM manager, c'est lui en fait qui va gérer la maquette et qui va en fait essayer le bureau de contrôle de la maquette numérique. D'accord. Voilà. C'est lui qui va vous dire en fait si tel fichier n'a pas été bien paramétré, si effectivement une entreprise qui a voulu répondre, imagine un marché d'appel d'offres, où le maître d'ouvrage a décidé en fait, voilà, telle entreprise devra répondre à ce marché avec des compétences de BIM. Donc là en fait, le BIM manager pourra arbitrer en fait tout cela. D'accord. Donc vous avez mis plusieurs modules en place. Enfin, vous avez le module matière générale, professionnelle et stage en entreprise. Oui, alors c'est une formation en alternance. D'accord. Pourquoi alternance? Parce qu'en fait, il faut que les élèves puissent pratiquer, je dis les élèves, les apprenants puissent pratiquer et on est en partenariat en fait avec pas mal d'entreprises. Puisqu'il faut savoir que ces pratiques sont déjà enseignées dans les cursus Bac Pro. On a au lycée Berthen-Juminaire la formation Bac Pro, technicien études du bâtiment, études et économie, et aussi assistant en architecture, où on apprend aux élèves à avoir des bonnes habitudes pour modéliser. Donc ce sont des formations en fait qui sont pas tout à fait nouvelles, mais aujourd'hui on va vraiment étaler en profondeur ces différents modules, la partie modélisation, la partie quantification, avec des logiciels en fait qui sont déjà utilisés en Guadeloupe. Et donc voilà. Alors, vous nous avez envoyé un tableau de correspondance des activités professionnelles compétences. Justement, il y a architecte, économiste, professeur de la filière éco-construction éco. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, ce sont les différents acteurs qui vont dispenser cette formation. Donc, il y a un architecte, un économiste, et quelques formateurs des filières en fait qui sont similaires à cette formation. D'accord. Alors, c'est très intéressant en fait d'avoir des architectes, des économistes. Exactement. C'est pour que l'apprenant puisse voir en fait qu'on est vraiment en fait dans un process de travail métier. D'accord. On n'est pas en fait dans une formation où l'apprenant il est sur une table et non. On a vraiment en fait Il a beaucoup de comment on dit ça déjà, pratique. C'est ça en fait. Exactement. Il est plongé directement dans le métier. C'est-à-dire nous avons des problématiques métiers. C'est
ce genre de problématiques qui seront en fait étudiées en salle de classe avec des logiciels qu'utilisent la plupart des professionnels, un support de travail aussi identique au cabinet d'architecture, au cabinet d'ingénierie, et aussi avec comment je vais vous dire ça, des sketchs, des mises en scène. Serious game. Exactement. On va aussi en fait parler des instruments dernier cri. On parle du drone. On parle du casque de réalité virtuelle. Pour s'ils doivent construire justement des bâtiments ou bien un hôpital, enfin demain, pour qu'ils puissent savoir évaluer les dimensions et tout ça en local, comme vous disiez tout à l'heure. Exactement. Donc en fait, c'est pour montrer en fait que ces nouveaux métiers, dessinateur, projeteur BIM, plus connus sous le nom de BIM modeler, BIM manager, coordonnateur BIM, il y a de quoi faire, même en Guadeloupe. Surtout qu'on a beaucoup de tremblements de terre, on a beaucoup de bâtiments ou de maisons qui subissent régulièrement des dégâts, donc je pense que ça peut être intéressant, même pour qu'ils puissent travailler des nouvelles matières ou bien des nouvelles manières de construire des endroits. On voit qu'on a des zones inondables et tout, on a régulièrement des gens qui perdent leur maison, enfin ça peut être intéressant peut-être d'étudier vraiment ces terrains-là pour les jeunes. Exactement. Alors ça ne dispense pas de la base du BTP. Quand je dis de la base, c'est-à-dire lecture de plans. Oui, c'est ça. Il faut que les apprenants... En fait, c'est un plus. Voilà. Exactement. Il faut que les apprenants puissent voir que il y a effectivement des instruments qui sont là pour rendre en fait ces pratiques attractives. Mais il faut toujours en fait avoir cette connaissance de base. Même si aujourd'hui en fait on étudie sur le numérique, mais la technique de base, la technologie des fondations, des différents corps d'activité, il faut que ces savoirs-là aussi soient bien imprégnés chez l'apprenant pour faciliter l'utilisation de ces nouveaux outils. C'est pas les nouveaux outils qui vont en fait faire en sorte que la connaissance de base puisse être... C'est un support, mais... Exactement. C'est pas un socle, c'est un support. Bon, très intéressant. En tout cas, comme formation, c'est dans quel lycée et comment on s'inscrit? Alors, cette formation sera dispensée au lycée Berthen-Juminaire. Donc nous sommes en partenariat avec le Greta, la région Guadeloupe aussi, qui a participé pour le financement des outils. Donc pour les inscriptions, il y a une adresse mail auquel vous pouvez contacter. Donc je vous la donne. Allez-y, donnez-la. On la remettra sur les réseaux sociaux. #Entreprendre pour les gens qui veulent les informations. Donc Thalie, THALIE.bourguignon, BOURGUIGNON, @AC-du6 guadeloupe.fr. D'accord. Un numéro du lycée peut-être? Oui, même si c'est les vacances. Donc 05 90 25 44 42. Donc sachant que les sélections vont être faites le vendredi 28 octobre. Il faut combien de personnes pour cette formation? À la rentrée, quoi. Exactement. Combien de personnes? Nous avons un quota de 15 apprenants. 15 apprenants. Et moi j'ai une question, quels sont les prérequis pour intégrer la formation? Alors les prérequis pour intégrer cette formation, c'est le minimum, c'est la lecture de plan. D'accord. Avoir des savoirs en DAO. DAO, dessin assisté par ordinateur. D'accord. Et pour les salariés qui sont déjà en poste, ceux qui sont dans le métier de l'architecture, de l'ingénierie, qui veulent parfaire leurs connaissances, pourront y avoir accès. Sachant que c'est la première session. C'est génial. J'ai une autre question. Elle dure combien de temps la formation? Alors la formation dure 1000 heures. Donc dans ces 1000 heures, on a 440 heures en formation. D'accord. Et nous avons 560 heures en entreprise. Voilà. Ah, c'est équilibré. Donc si on doit compter à la mi-novembre,
jusqu'au au mois de juillet. Début juillet. D'accord. C'est bien. Voilà. D'accord, bon ben en tout cas c'est super comme projet. En plus on se plaint toujours que nos étudiants, que nos enfants doivent partir en France pour aller se former. Donc là au moins on l'aura tout mis sur place. Merci beaucoup pour cette formation, c'est génial. Alors Monsieur Biram, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes venu exactement nous faire un point par rapport aux enseignants à la rentrée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bon, alors déjà, on est au même point par rapport au Covid, hein, donc Oui. Ce que nous craignons, c'est le confinement, Oui, parce que le confinement, ce serait la pire de toutes les choses. Hein. oui, que vous Donc, nous le avez mot. expliqué. Oui. Et là aussi, monsieur a parlé de numérique, mais là aussi, l'éducation nationale est en train d'accélérer beaucoup sur le numérique. C'est-à-dire, on a bien vu ce qui nous est arrivé au mois de mars. On ne s'attendait pas à qu'on voyait un confinement. Et il a fallu quand même faire classe. Oui. Faire classe. Donc, alors, les collègues se sont démenés. On ne savait pas comment faire. Pourtant, on a continué à enseigner à distance. On a fait des classes virtuelles. Exactement. On a pu quand même accompagner les enfants. Alors, et dernièrement, le rectorat a justement fait un petit peu les états généraux du numérique pour voir comment faire pour que professeurs, élèves et parents puissent utiliser le numérique maintenant, mais encore plus dans le cas où éventuellement on serait amené à être confiné. D'accord, donc Parce ça que- avance bien de ce côté-là. Voilà, parce que donc la première fois on a été surpris. Oui, Maintenant on se dit on se que prépare. on ne sait pas au niveau du Covid comment ça va se passer. Mais nous sommes aussi dans une zone à risque. On ne sait pas aussi si demain il y a pas un problème au niveau de la soufrière. Et que Oui. comme en 1976, Basset ne va pas se retrouver sur Oui. Pointe-à-Pitre, et qu'à ce moment-là, on aura besoin du numérique pour pouvoir aussi communiquer avec les parents, communiquer avec les enfants, et faire que, même si moi je dis que le maître doit être le maître dans la classe, Oui. le maître, donc il y a quand même un certain nombre de choses, il apprend mieux que ce qu'on pourrait faire par toutes sortes de numériques, mais n'empêche que mieux vaut avoir, je dirais, Oui. cette haute possibilité pour ne pas perdre contact avec les enfants. Comme ça s'est passé. Comme ça beaucoup s'est passé, pour, parce qu'il y a en France, des- c'était une catastrophe Il y a aussi. pratiquement des enfants que du mois de mars jusqu'au mois de septembre Qui qui n'ont- n'ont jamais vu Oui. un cours. Oui, Alors, et pour ça, il y a un certain nombre de raisons. Première raison, nous avons eu les zones blanches. Parce qu'il y a des endroits où il y a des zones blanches. Il y a aussi des gens qui n'ont pas le matériel, que ce soit chez les enseignants, que ce soit chez les élèves. Il y a même aussi des endroits où on a une famille nombreuse, il y a peut-être un ordinateur, mais il y a 4 enfants. et la mère travaille puisqu'elle est en télétravail. Et la mère est en télétravail. Donc, et c'est la raison pour laquelle j'ai participé à ces états généraux du numérique jeudi, et j'ai même aussi insisté au point de vue de l'administration, et nous, à l'UNISA, on va encore revenir à la charge pour bien leur dire qu'il faut qu'on fasse attention et qu'on regarde pour que tout le monde soit équipé. Et les enseignants aussi. Oui. Les enseignants aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont utilisé leur matériel Oui. personnel, mais moi, je sais que dans toute entreprise privée, Tout le monde administration, n'a et pas autres, forcément un ordinateur aussi. voilà, et en plus, lorsque vous travaillez quelque part, On vous votre donne. patron vous donne le matériel quand vous devez travailler chez vous. Par exemple, ma femme qui travaille dans le privé, eh bien, son patron lui a emmené ce qu'il fallait à la maison pour qu'elle puisse travailler. Et l'éducation nationale n'a pas fait ça. Oui. Donc là aussi, on insiste au niveau de notre organisation syndicale, et chaque fois on va le redire. Hein. Donc, que le rectorat équipe plus ou moins, Oui, au moins hein, ceux qui n'ont vraiment pas le ceux qui matériel. n'en ont pas, ou en fait donne que ce soit en crédit, d'impôt ou n'importe quoi, mais en fait trouver un système pour que les gens aient ce qu'il faut à la maison, et aussi que les collectivités, c'est-à-dire mairie pour les écoles, département pour les collèges, région pour les lycées, et bien pour que tout un chacun on soit équipé. Maintenant on est à l'heure du numérique, on Oui, le il faut veuille ou qu'ils pas. aient une connexion Internet aussi. Voilà, Ah oui, voilà, donc il faudrait effectivement qu'on puisse travailler normalement, parce que nous allons tous dans le même but. Il faut que tout le monde soit des apprenants avec tout ce qu'il faut, et pour qu'on puisse avancer. Alors, merci pour cette information. Au niveau des écoles, parce que lorsqu'on s'était vu justement, quand on avait fait le point pour la rentrée, il y avait déjà des écoles qui étaient fermées parce qu'il n'y avait pas d'eau. Est-ce que ça a été mieux ces temps-ci? Comment ça se passe en ce moment? Je ne dirais pas ça, et je dirais que heureusement que les vacances arrivent maintenant.
D'accord. Parce que nous constatons qu'il y a de plus en plus de cas, que ce soit au niveau, je dis, des collègues enseignants, que ce soit au niveau... Oui, au lycée de mon fils aussi, ils ont eu quelques cas. Voilà. Donc, le ministère a changé le protocole justement pour permettre de ne plus fermer des classes. C'est-à-dire qu'avant, à partir du moment où il y avait un élève qui était atteint dans la classe, on fermait la classe. Maintenant, il faut que ce soit 3 élèves dans la même classe et que ce ne soit pas des élèves de la même famille. C'est-à-dire qu'on estime que s'il y a 2 élèves ou 3 élèves de la même famille, des jumeaux ou n'importe quoi, ça fait un enfant. Et en plus, avant, on estimait que le Covid, la durée, eh bien, c'était 2 semaines. Ils ont remis à 1 semaine, à 7 jours. Oui, à 7 jours. Donc, alors, lorsqu'on doit cumuler tout ça, etc., donc, eh bien, forcément, on fait moins de classes. D'ailleurs, le ministre avait dit que c'est pour ça qu'il le faisait, le ministre Blanquer. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Mais nous savons qu'il y a des cas. Et nous connaissons la pudeur des Guadeloupéens. La pudeur des Guadeloupéens, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'enfants. On est sûr, on a été sûr qu'ils ont eu le Covid, mais les parents ne veulent pas forcément le communiquer. Parce que, voilà. Donc, maintenant, il se trouve que les vacances arrivent, je dirais tant mieux. Donc, alors, il y a beaucoup de cas qui vont passer à l'as, les gens vont reprendre. Mais en fait, on reste quand même vigilant et que bon, pour le moment, on espère quand même que les choses vont s'améliorer. Est-ce que vous savez si des établissements à la rentrée vont se rééquiper en matériel? Parce que je sais qu'il y a déjà des lycées qui n'avaient déjà plus de gel hydroalcoolique depuis très longtemps. C'est un combat aussi que nous menons parce que dans beaucoup d'établissements, s'il fallait que les collègues arrêtent, eh bien, ça aurait été fait parce qu'il y a beaucoup d'établissements où effectivement les collègues nous disent il manque du gel hydroalcoolique. Oui, la première semaine ça a été, après c'était fini. Il y a même un certain nombre d'endroits où des agents ne sont pas là pour X raisons. Il y a des femmes enceintes donc, qui effectivement sont en congé de maternité. Il y a des personnes qui sont malades. Il y a des personnes qui ne travaillent pas aussi parce que ce sont des personnes très vulnérables. Et normalement, il y a des salles qui, des fois, quand des collègues nous disent, n'ont même pas été nettoyées. Or, on sait qu'en principe, tous les soirs, les salles devaient être désinfectées. Désinfectées, c'est-à-dire nettoyées d'un premier temps et désinfectées après. Donc, alors, nous sommes en train de faire une sorte de recensement sur ça. Et c'est vrai qu'à partir de la rentrée, on va donner aux collègues des consignes très, très, très strictes. Parce qu'à ce moment-là, si les choses ne sont pas faites dans des conditions sanitaires drastiques, eh bien, les collègues, on va leur demander d'utiliser leur droit de retrait. Parce que de toute façon, bien que certaines personnes disent un peu n'importe quoi, mais le Covid, on sait que ça ne fait pas, ce n'est pas qu'une grosse maladie. Ce n'est pas qu'une maladie. C'est mal tout parce qu'il y a des jeunes qui en meurent. Et même si on dit que les jeunes sont moins affectés, mais les jeunes peuvent très bien contaminer les plus âgés. Et on connaît comment nous, en Guadeloupe, donc on fait attention quand même à nos parents, donc, etc. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. D'accord. D'accord, bon ben merci pour ce point. Alors, moi, j'ai une information à vous faire passer. Donc, mercredi 20 octobre 2020, vous savez qu'on a mis avec la CMA, enfin que la CMA a mis en place un hashtag qui s'appelle MaCMA chez moi. Donc, mercredi 21 octobre 2020, ils vont à la rencontre des artisans dans la ville de Anse-Bertrand. Ils ont aussi mis en place une formation de la Chambre des métiers vraiment au niveau national où ils vont commencer vraiment à former un apprenti. Donc il y a un hashtag qui commence à circuler un petit peu sur les réseaux sociaux. Et information très très importante, comme vous le savez, la semaine dernière, nous avions reçu la Chambre des métiers avec la mission locale. Ils ont mis en place un apprenti dating. Le premier jour, c'était aujourd'hui, donc lundi 19 octobre 2020. Pour ceux qui n'ont pas pu y aller, vous pouvez y aller demain et après-demain, le 20 et le 21. Je ne perds jamais, j'apprends, je gagne. Tel est le leitmotiv qu'ils ont décidé de retenir. Et le lien de description est à destination des professionnels. Je n'ai pas le lien, mais j'ai le numéro de téléphone 06 90 31 37 24 06 90 31 37 24 et il y a un fixe aussi 82 0011 82 0011. C'est un apprenti dating. Vous aurez toutes les informations sur les réseaux sociaux hashtag Entreprums.
Merci à vous d'être venu. Est-ce que vous voulez encore rajouter, il nous reste en plus du temps, est-ce que vous voulez rajouter une autre information par rapport à ce que vous avez mis en place? Oui, alors peut-être les informations pour nous joindre pour Startup Grind. En fait, on peut nous joindre sur la page Facebook, Startup Grind Guadeloupe. Et vous pouvez aussi me contacter par mail si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous conseille sur le pré-projet pour les porteurs de projets, donc à Karine, Karine, .duménil@yahoo.fr. D'accord. Un mot pour la fin? Il n'y a plus qu'à abîmer. Bon, Effectivement, donc on voit qu'effectivement tout se rejoint parce que lui, son BIM, c'est avec beaucoup de numérique. Et bien, au niveau de l'éducation nationale aussi, on est entré en plein dedans, quoi. De mettre en place pour que la Guadeloupe puisse avancer et pour qu'on puisse avoir les fameux métiers d'avenir et qu'on puisse enfin développer notre département comme il faut. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, nous aurons une émission. Alors, je ne vous dis pas, mais c'est une émission musicale. Je le dis quand même parce que je suis très contente. Ça fait longtemps que les gens nous demandaient quand est-ce qu'on allait travailler un petit peu sur les métiers, les industries de la musique. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne semaine de vacances en plus. Donc, protégez-vous bien et pensez à mettre vos masques quand même et à respecter les distances de sécurité. Au revoir à tous. Merci d'être venus. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.